est née en Italie, mais vit à Paris depuis son enfance. Elle a un père italien, une mère néerlandaise. Elle s'occupe de musique, notamment elle est soprano. Alors comment est né cet intérêt pour la musique? Alors, il est né quand j'étais très jeune, grâce à ma mère principalement, qui m'a enseigné la flûte à bec. C'est le premier instrument avec lequel j'ai commencé à l'âge de 2 ou 3 ans. Donc j'ai appris les notes avec la flûte à bec. Et après ça, j'ai commencé le piano, toujours avec ma mère. Et en arrivant en France, j'ai appris le violon. Donc là, je suis rentrée dans un conservatoire à Paris. Et pendant toutes ces années, le chant était toujours un peu en fond, on va dire, dans mon éducation musicale. Donc on chantait pas mal à la maison, on chantait pendant les fêtes de Noël, accompagnée par ma mère au piano, ma sœur et mon frère chantaient aussi. Voilà, mais tout était pour le plaisir. Et je dirais que les choses sérieuses ont commencé quand j'avais 20 ans à peu près. J'ai commencé les cours de chant à 17 ans. Et au fil des années, ça a pris de plus en plus de place dans ma vie, et jusqu'à rentrer dans des ensembles semi-professionnels, puis professionnels, et jusqu'à en faire mon métier assez tardivement, à l'âge de 28 ans. De 28 ans, oui. Alors que vous en avez 33, si voilà. je ne me trompe. Voilà. Exactement. Alors, j'avoue que mes compétences musicales sont limitées, et voilà pourquoi, une fois encore, j'ai amené Paolo Romani avec moi, dont les compétences dans ce domaine sont infiniment supérieures aux miennes. Infiniment. N'exagérons rien, je suis un simple amateur de musique, c'est tout. Voilà. Mais je ne suis pas un spécialiste. Mais enfin, en tout cas, je sais reconnaître une voix, une belle voix, je connais et reconnais quelques airs, et puis voilà. Donc, Hélène nous a raconté comment ses intérêts musicaux étaient déjà présents dans sa vie quand elle était petite, et cela s'est consolidé au fil des années, et cela est devenu une véritable profession. Voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir comment vous êtes passé des instruments à la voix. Alors, je dirais que c'est quelque chose qui s'est fait assez naturellement. En fait, pendant les études d'instruments que j'ai faites au conservatoire, parallèlement au cursus instrumental, il y a toujours des cours de solfège. Et donc la formation musicale, ce qu'on appelle la formation musicale, se fait toujours beaucoup avec le chant. Alors chacun a les compétences qu'il a, en fonction de l'âge. Et il se trouve que pendant les cours de solfège, souvent les professeurs me disaient « Ah, mais t'as une jolie voix, il faudrait que tu la travailles ». Et donc c'est venu progressivement, et puis j'aimais ça, j'aimais chanter sous la douche comme tout le monde, mais aussi dans des cadres aussi au temple, parce que je viens d'une famille protestante où on allait... Donc j'ai reçu une éducation religieuse, et il se trouve qu'on allait au temple et je chantais donc dans le cadre du temple, et donc ça a évidemment nourri aussi mon amour du chant. Et alors, vous êtes passé, disons, de l'église protestante du temple à la vie, comment dirais-je, professionnelle de chanteuse. À quel moment à peu près? Alors ça s'est fait très progressivement. Donc j'ai fait des études de biologie après le baccalauréat, et donc j'étais partie pour faire de la recherche en biologie. Donc c'est assez loin de la musique. Oui, très. Mais pendant mes études de biologie, j'étais à l'école normale supérieure. Et c'est là que j'ai rencontré un groupe de musiciens qui étaient tous soit littéraires, soit scientifiques, mais qui faisaient de la musique surtout baroque pour le plaisir, et avec des amis avec lesquels j'ai noué une grande relation d'amour pour la musique baroque. Et je dirais que c'est initialement grâce à eux que j'ai développé ce lien à la musique. Et donc mon parcours a continué de manière un peu chaotique. Je suis ensuite passée dans le secteur privé. J'ai travaillé chez Areva dans le secteur de l'énergie pendant quelques années.
Donc quelque chose d'encore très différent. Absolument, oui, c'est ça. Et pendant que j'étais chez Areva, je terminais mes études de chant au conservatoire et j'ai été amenée à faire de plus en plus de concerts avec un ensemble de voix de femmes. Et les choses progressant un peu comme ça au fil des hasards de la vie, un jour je me suis dit, allez, c'est le moment de se lancer, il faut faire ça à temps plein. Et donc ça a été une décision un peu drastique, mais qui a été construite assez progressivement au fil des années. Et est-ce que vous avez de préférences, des spécialités? Quel est votre rôle préféré? Alors, déjà, si on parle de rôle, on parle d'opéra. Oui. L'opéra n'est pas forcément mon répertoire de prédilection, mais si je dois choisir un rôle, c'est pas facile. Je dirais que c'est Pamina dans La Flûte enchantée. Parce qu'il y a un des plus beaux airs, je pense. Oui. Archul, c'est très connu. Je suis au courant. Donc un air d'une grande sensibilité, mais bon voilà, il y a énormément d'héroïnes, Don Anne, Don Giovanni. Bon, c'est difficile de choisir. Mais je dois avouer que j'ai fait beaucoup d'autres répertoires aussi que l'opéra, beaucoup d'oratorio, de la cantate. Donc je dirais plutôt que mes compositeurs de prédilection seraient Bach Oui. et un grand faible pour Marc-Antoine Charpentier dans le baroque français et Monteverdi. Monteverdi, oui, j'allais le dire. Bien. Et donc, finalement, vous êtes plutôt orienté vers le chant, comment dire, pas l'opéra, mais plutôt les concerts, les cantates. C'est ce que j'ai fait le plus. C'est forcément un lien assez différent. Il y a en fait, la théâtralité est présente, mais de manière très différente dans cette musique-là. Et c'est peut-être aussi une musique qu'on appellerait plus intellectuelle, où il y a une profondeur et une recherche musicale qui est ailleurs. Je ne dis rien de négatif sur l'opéra, où il y a des choses tout à fait extraordinaires, mais c'est ce que je connais voilà, le plus, la musique d'oratorio au sens large, on va dire. Et alors, d'un point de vue beaucoup plus personnel, disons, peut-être ce serait intéressant pour nos auditeurs de savoir la vie d'un soprano. Qu'est-ce que c'est? Quelles contraintes y a-t-il? Quelles, disons, règles de vie? Tout dépend. J'ai envie de dire que tout dépend. On en fait ce qu'on veut un peu. Il y a forcément peut-être un peu plus de contraintes. Il faut bien dormir, parce que chanter quand on est fatigué, c'est difficile. Les habitudes alimentaires, chacun fait un peu comme il veut. Il ne faut pas suivre un régime. Non, c'est pas comme les danseuses peut-être. Non, il n'y a pas de régime particulier. Il y a des aliments plus ou moins conseillés, mais bon, encore une fois, on fait ce qu'on veut. Moi, j'ai pas de contraintes particulières. Mais il ne faut pas fumer. Alors, fumer, c'est pas forcément conseillé, mais de très grands chanteurs, souvent hommes quand même. Mais Dietrich Fischer-Dieskau était un grand fumeur et bon, ça l'a pas empêché de faire une très belle carrière. Donc moi, personnellement, je ne fume pas et je pense que ça ne me ferait pas beaucoup de bien, mais voilà. Et ensuite, il y a une certaine rigueur à avoir sur un entraînement comme un sportif. Entretenir la voix, évidemment. Comme un sportif de haut niveau. Donc, travailler sa voix tous les jours, idéalement, faire des vocalises, idéalement. Donc faire des vocalises. Alors contrairement aux instrumentistes qui pratiquent des heures et des heures par jour, pour la voix c'est différent, parce que c'est un instrument quand même fragile, et on ne peut pas chanter 8 heures par jour tous les jours. C'est pas... Non, bien sûr. Ce n'est pas faisable. C'est pour ça d'ailleurs que dans les productions d'opéra, il y a toujours des jours de relâche entre les représentations pour permettre à la voix de se reposer. Mais donc voilà, c'est ça à peu près la vie d'une chanteuse. Et vous avez encore des professeurs, enfin vous avez Oui. Alors là aussi, contrairement à la pratique d'instrumentiste, très souvent
On continue à avoir un coach vocal, donc il peut être soit un chef de chant, c'est-à-dire un pianiste accompagnateur, ou bien un professeur de chant en tant que tel, ou bien les deux, qui permettent d'avoir une oreille extérieure. C'est très important et c'est quelque chose qu'on continue à faire tout le long de la vie pour essayer justement d'avoir ce retour de l'extérieur sur l'évolution de la voix, les sonorités que l'on souhaite avoir pour tel ou tel répertoire, et parfois aussi pour avoir des conseils stylistiques selon les compositeurs qu'on travaille. Oui, le public. Alors là, je me souviens d'une époque où le répertoire auquel vous avez fait allusion était considéré comme rédhibitoire par les jeunes. C'était un répertoire pour des personnes d'un certain âge ayant une formation musicale traditionnelle, classique. Alors que j'ai l'impression que maintenant, il y a un public jeune aussi qui s'intéresse beaucoup à ces grands classiques de l'histoire de la musique. Je pense que c'est en train d'évoluer vraiment dans le bon sens. Il y a énormément de politiques publiques qui sont censées favoriser l'accès des jeunes aux maisons d'opéra, donc je pense que ça a un certain impact. Je pense aussi que mélanger les types musicaux dans des salles comme ce que fait la Philharmonie de Paris aujourd'hui, de vraiment mélanger de la variété de la chanson avec une programmation plus classique, permet de casser un peu les frontières qui peuvent exister entre la musique classique traditionnelle et le reste. Et je pense que les artistes aussi sont amenés à faire ça beaucoup et à inclure une dimension plus sociale dans leur projet musical. Oui. Et donc ça, on le voit beaucoup quand on a un ensemble. Moi, je me suis occupée d'un ensemble pendant un certain temps, un ensemble qui s'appelle Athénaïs. Et l'idée, c'est de proposer au sein d'une programmation musicale toujours des concerts pédagogiques pour expliquer la musique qu'on pratique, s'adresser à un public de jeunes, donc enfants ou collégiens, lycéens. Donc j'ai fait souvent des interventions en milieu scolaire. Et ensuite, pour s'adresser à un public, on va dire, de jeunes, on va dire jusqu'à 30, 40 ans, là, c'est peut-être là où c'est plus compliqué. Je dirais quand même qu'aujourd'hui, en majorité, dans les concerts que moi je donne, c'est quand même une population qui est plutôt au-dessus de 45-50 ans. Mais c'est des choses qui se développent et je pense qu'Internet et Facebook contribuent beaucoup à partager des choses avec un public plus jeune. C'est vrai que la musique est aussi un collant social, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on écoute en compagnie de ses amis, des personnes qui nous sont proches. Donc il y a aussi cet élément qui va au-delà de la simple utilisation esthétique. Il y a aussi cet élément de cordialité, de plaisir d'être ensemble. Oui, tout à fait, effectivement. Et je pense que c'est le rôle aussi des jeunes musiciens, enfin en tout cas de la génération à laquelle j'appartiens, d'inciter les amis et nos proches à venir découvrir des choses vers lesquelles ils n'iraient pas forcément. Donc les inciter à aller à des concerts où on joue ou on chante nous-mêmes, mais même les emmener voir des choses qu'ils n'iraient pas forcément voir. Donc je pense qu'effectivement ce lien de convivialité se retrouve dans ces configurations. Quels sont vos programmes pour l'avenir? Vous pensez faire des tournées? Vous aimeriez profiter de ce métier aussi pour voyager, Alors c'est déjà le cas, je voyage déjà pas mal, surtout en France et en Europe. Mais bon, il peut y avoir un public potentiel pour votre voix dans le monde entier. Effectivement, j'espère. J'ai été en Chine une fois, à Shanghai. Bon, c'est des projets plus rares, mais effectivement, c'est une belle opportunité pour voyager. On n'a pas toujours le temps de profiter des pays où on voit, parce que parfois on y va juste pour un jour. Donc, ça, c'est dommage. Ça, c'est l'avantage des productions d'opéra, parce que quand on fait une production d'opéra dans une ville qui n'est pas la ville où on habite, on reste un certain temps, voilà, 1 mois, 2 mois, selon
Mais l'opéra, avec l'aspect scénique, fait que les répétitions sont beaucoup plus nombreuses et le temps de répétition est plus long et permet donc d'être dans une ville et de la découvrir mieux. Mais ensuite, donc effectivement, l'opportunité de voyager est effectivement quelque chose de très riche dans le domaine musical. Et je dirais que cette ouverture au monde se retrouve aussi dans le rapport aux langues qu'il y a dans le monde de la musique. Parce que c'est je pense, j'ai vu d'autres domaines où les langues avaient leur importance, la recherche par exemple, où il y a une vraie communauté internationale de partage. Mais je pense que dans le monde de la musique, on rencontre des gens qui viennent vraiment de partout dans le monde. On a l'opportunité de parler énormément de langues, aussi bien dans le répertoire que par les rencontres qu'on fait. Et donc c'est vraiment une grande richesse qui se trouve là aussi et que oui, j'espère c'est-à-dire exploiter. La musique a ce côté universel. Voilà. Oui. Oui, enfin pour les langues, c'est vrai, ce n'est pas vrai, parce qu'il y a quand même des langues qui se prêtent moins au chant. Hein. Moi, je dirais que, en tout cas, en ce qui concerne l'opéra, les langues, c'est l'italien et l'allemand. Les autres langues, pour l'opéra, c'est un peu le russe, peut-être. Enfin, le russe, le tchèque, le français, l'anglais. Et le français, pour l'opéra, je ne c'est suis pas tout à fait d'accord avec l'anglais vous. non plus, non? Oui, Carmen, bien sûr. Mais si on se met dans l'opéra du 19e, c'est vrai qu'on pense surtout à l'opéra italien. Mais effectivement, avec Mozart, si on remonte un peu dans le temps, italien et allemand sont un peu à égalité. Et si on remonte encore un peu dans le temps et qu'on va voir du côté des opéras-ballets et des drames lyriques français, il y a énormément de très belles choses qui sont un répertoire moins connu. Mais je pense que le français se prête extrêmement bien à l'opéra aussi. Oui, enfin je ne sais pas. Moi, il m'est arrivé d'aller à Londres à l'Opéra national anglais. Oui. J'ai vu Mozart chanter en Oui, anglais. alors ça, vraiment, c'était ridicule, quoi. Ça, c'est une chose qui se faisait partout dans le monde, d'adapter les opéras à la langue parlée du pays. Ça se faisait jusque dans les années 50, même en France. Hein. Tous les opéras du répertoire étaient chantés en français. Et c'est quelque chose qui se fait encore en Allemagne, dans les grandes maisons d'opéra qui sont très nombreuses en Allemagne. L'opéra comique de Berlin, tout est en allemand. Voilà, exactement. Donc moi, par exemple, j'ai vu Così fan tutte une fois à Leipzig en allemand. Bon, c'est surprenant, certes, mais pourquoi pas. Ensuite, c'est une chose d'adapter un opéra qui a été initialement créé dans une langue et de changer la langue, mais je pense que le problème est autre quand on dit il y a des opéras qui ont été écrits en français pour un public français et qu'on veut représenter comme tel. Et je pense que là, il y a une très grande richesse de répertoire et ça fait 20 ou 30 ans que ce répertoire-là est très défendu en France en tout cas. Encore une question sur ce lieu magique où nous sommes. Nous sommes dans la chapelle du lycée Henri IV. Sur la montagne Sainte-Geneviève, dans le 5e arrondissement de Paris. Donc c'est le lycée où j'ai fait mes études, les 3 années de lycée et 2 années de classe préparatoire. Et il se trouve que dans ce lieu ici, la chapelle, j'ai fait un concert qui est très important pour moi, c'était en 2008, donc il y a déjà un certain nombre d'années, où j'ai chanté des cantates de Bach dirigées par le chef d'orchestre néerlandais Ton Koopman. C'était dans le cadre d'un stage avec des musiciens amateurs semi-professionnels. Et donc j'ai chanté dans ce lieu qui est très rarement ouvert au public et que je trouve très émouvant. Voilà, donc je tenais très beau. Et là, maintenant, je comprends mieux pourquoi vous teniez autant à se voir ici, dans ce lieu, qui est donc tellement plein de souvenirs agréables pour vous. Alors, vous pouvez aussi, dans ces lieux magiques, nous faire écouter quelque chose. Oui, très bien. Oui.
Enfin, en tout cas, je pense qu'il faut vous souhaiter une belle et longue carrière avec beaucoup de succès, n'est-ce pas? Et j'espère qu'on pourra venir vous écouter bientôt. J'espère Et aussi. donc, bon travail et bonne chance. Merci. Grazie. Grazie. Grazie.